Deux milliers de personnes sont touchées par le paludisme dans le monde, notamment en Afrique subsaharienne, dont le Togo. Malgré les actions et programmes, la maladie gagne toujours du terrain. Aujourd'hui, 25 avril 2021, c'est la journée internationale de lutte contre le paludisme. OPALS, Organisation panafricaine de lutte pour la santé, s'est aussi engagée dans la lutte et tourne plutôt ses projecteurs depuis quelque temps vers les enfants pour plus d'impact à travers le projet Mosquikit. On en parle dans cette émission spéciale consacrée à la lutte contre le paludisme. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Djena. Je suis Djiboli Edvija Apedo. Dans cette émission, nous recevons Madame Tombegou Pana Batoma. Elle est responsable promotion santé au programme national de lutte contre le paludisme. Bonjour Madame. Bonjour, merci. Et le PNLP, tout se passe bien? Oui, ça va, tout se passe très bien au PNLP. D'accord. Jusqu'à Kofi Samboué, représentant légal de l'OPALS au Togo, est également avec nous. Bonjour, Monsieur Samboué. Bonjour, madame. Alors, Émile Truic, lui, nous vient de la France. Il est le responsable des programmes OPALS. Vous êtes basé en France. Émile, bonjour. Exactement. Bonjour et merci de nous recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir également. Et notre dernier invité, c'est Abdou Gafarou Badamassi, le coordonnateur médical et scientifique au PALS au Togo. Bonjour, docteur. Bonjour, Edwige. Vous allez bien? Je vais bien. D'accord. Alors, notre émission, c'est parti ainsi. Voilà, cette chanson qui rappelle les précautions que nous devons prendre pour nous protéger contre les moustiques. Et nous serons, je rappelle, en ligne avec le responsable OPALS qui est basé également en France. Avant de retrouver le responsable en France, nous allons d'abord poser cette question au PNLP. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le paludisme qui tourne autour de quel thème précisément, madame? Ok, merci beaucoup. Je voudrais avant tout vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez en ce jour du 25 avril, qui est une journée qui a été retenue pour commémorer cette maladie qui tue vraiment plusieurs personnes dans le monde et en particulier en Afrique subsaharienne comme le Togo. Et cette année, le thème retenu, c'est Zéro palu, tirer un trait sur le paludisme. D'accord. Voilà, c'est le thème qui a été retenu. Donc, il y a toujours la lutte chaque année, mais nous voulons que tous les pays fassent l'effort d'éliminer le paludisme. C'est pourquoi on dit tirer un trait sur le paludisme. Donc, c'est une lutte qui est acharnée et que tout le monde doit mettre sa main à la pâte, comme on le dit. Et chacun doit contribuer à pouvoir atteindre cette élimination du paludisme en 2030. Comme l'a prévu l'OMS. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'Afrique ou le monde entier peut mettre un trait au paludisme du moment où depuis des années déjà il n'y a pas de vaccin? Oui, c'est possible parce que déjà il y a certains pays qui sont en train d'éliminer le paludisme. Oui. Il y a déjà 5 pays qui sont en train d'éliminer le paludisme. Et actuellement, par rapport au vaccin, comme tu en parles, il y a eu un vaccin qui est en train d'être expérimenté dans certains pays. En expérimentation, d'accord. Oui, dans le Ghana, le Kenya et le Malawi, ils sont en train d'expérimenter. Mais on le met progressivement, mais pas que tous les pays le fassent en même temps. Donc je crois qu'avec un petit espoir, nous pouvons penser à éliminer le paludisme. Docteur, vous êtes d'accord avec madame? Aujourd'hui, on peut garder espoir que le paludisme, dans quelques années, on n'en parlera plus? Bien sûr, bien sûr. Si on y met tous les moyens, je pense que le paludisme, c'est une maladie totalement éradicable. Et d'autant plus que certains pays, 5 pays, l'ont déjà éradiqué. Ça veut dire que nous avons déjà toutes les procédures connues pour pouvoir le faire. Donc, c'est possible. L'espoir est donc permis. Je voudrais ajouter, comme le dit le docteur, c'est une question de moyens. Oui.
pour éliminer, il faut mettre en place toutes les stratégies possibles. Non, on en et parlera. Ça demande les moyens. Oui, les moyens, assez de moyens pour pouvoir mettre un terme. Ici, c'est un plaidoyer aussi pour que ceux qui peuvent aider les pays, d'autres pays à emboîter les pas de ceux qui sont en train d'éliminer, ça serait une bonne chose. Et il y a l'un de vos partenaires qui vous aide à faire ce travail, c'est l'OPALS. Et nous sommes en ligne depuis la France avec Geoffroy Bessot, il est le responsable de l'OPALS. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour à tous et à toutes. Et alors, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la lutte contre le paludisme dans le monde? Moi, je trouve que c'est un combat extraordinaire parce qu'il est difficile, mais extraordinaire aussi parce que je pense qu'à force d'efforts, comme ceux qui ont pu être conduits par l'OPALS en ce moment, en relation avec les instituteurs, les agents de santé communautaire, les officiels du pays, Togo, nous sommes en bonne voie, toujours un peu plus proches d'arriver vers la solution, je dirais la réponse à cette maladie terrible qui touche encore beaucoup trop d'enfants et de femmes enceintes. Alors, votre organisation est spécialisée dans la santé, notamment dans la lutte contre le paludisme. Parlez-nous brièvement de cette organisation. Bien sûr, avec plaisir, et merci vraiment beaucoup. Je suis ravi que vous me donniez l'occasion de parler sur les ondes de Radio Djena. Donc l'OPALS, c'est une organisation médicale de solidarité internationale qui a été fondée en 1988, déjà il y a plus de 30 ans, par le professeur Gentilini. Professeur Gentilini extrêmement connu en Afrique de par tous les combats qu'il a pu mener et qu'il continue à mener dans le domaine de la santé sur ce très vaste continent. Le professeur Gentilini est membre de l'Académie française de médecine, président honoraire de cette académie, et c'est lui qui a donc créé en 1988 cette structure pionnière à l'époque dans la lutte contre le VIH-Sida. Depuis 2006, l'OPALS a concentré ses actions sur la santé maternelle et infantile, en y intégrant la prévention de la transmission mère-enfant du VIH, ce qu'on appelle la PTME du VIH, la prévention du paludisme, c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, et la prise en charge du VIH pédiatrique. Alors, je crois qu'il est extrêmement important de noter que l'OPALS s'agit toujours en cohérence, évidemment, et en complémentarité avec les politiques nationales de santé. Pour vous donner très rapidement des exemples très concrets de ce que nous faisons, eh bien, cela passe par, vous savez, les 3 volets qui sont les nôtres, la réhabilitation et l'équipement des centres de santé, la formation du personnel médical, paramédical. Ça, c'est un volet sur lequel nous sommes extrêmement attentifs et extrêmement engagés parce que nous croyons vraiment beaucoup que la formation du personnel médical, paramédical, communautaire fait partie de nos missions et des axes de succès. Et puis, évidemment, aussi le suivi et l'accompagnement des activités médicales et communautaires. D'accord. Depuis, oui. Voilà, non, c'est un résumé parmi certaines de nos activités, de nos axes. Alors, je voudrais juste dire une chose, c'est que l'OPALS, évidemment, c'est des hommes et des femmes extrêmement engagés. Et je voudrais saluer ici l'équipe de l'OPALS au Togo. Je suis extrêmement fier d'être responsable d'une structure telle que l'OPALS, avec des personnes aussi engagées. Et je voudrais en profiter, si vous me le permettez, pour saluer Giscard, Abdou et Jeannette, qui sont vraiment les 3 personnes extrêmement engagées, extrêmement actives et extrêmement vraiment dédiées à la santé des populations au Togo. D'accord. Mais vous restez avec nous, Monsieur Bessot, en ligne. Avec plaisir. Oui, d'accord. Alors, il a parlé tout à l'heure des actions que vous menez. Je me tourne vers vous, Émile Truc. Aujourd'hui, vous avez commencé par la santé de la mère et l'enfant. Après, vous vous êtes tourné vers le paludisme. Qu'est-ce qui a guidé vos regards vers cette maladie? Bien sûr. Alors, pour clarifier vraiment nos actions au Togo et plus généralement, nous avons d'abord commencé avec la prise en charge du VIH, comme l'a expliqué M. Bessot. Le directeur exécutif. Exactement. Et nous n'avons pas changé de cap, mais nous avons complété plutôt les actions que nous menions déjà par d'autres thèmes prioritaires dans la santé, et notamment toujours en direction des femmes enceintes et des enfants particulièrement. Donc en plus de la santé maternelle, néonatale et infantile, de la PTME, donc la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH, on y a ajouté également la lutte contre le paludisme, notamment en partenariat avec Sanofi dans le cadre de ce projet Mosquikit, et
récemment également la lutte contre les faux médicaments, dont nous avons mené certaines actions au Togo, et notamment une conférence de presse il y a maintenant quelques mois autour de ces faux médicaments qui sont aussi un vrai fléau sanitaire. D'accord. Aujourd'hui, madame, quelles sont les statistiques concernant le paludisme, si on revient sur le paludisme? Vous prenez le micro, s'il vous plaît. Et par rapport au Togo et le paludisme, on enregistre déjà beaucoup de cas. Vous savez que dans les hôpitaux, le paludisme a été toujours la première cause de consultation, première cause d'hospitalisation, première cause de décès. Oui. Si nous prenons les statistiques en 2019, nous n'avons pas encore les statistiques pour 2020, nous avons enregistré 2 406 091 cas, dont 1275 décès. Donc, décès 113% ont été enregistrés pour les enfants et la létalité, c'est 3,2%. Et nous constatons que des cas augmentent d'année en année en dents de scie. Mais par rapport au décès, et également, ça suit la courbe des consultations. Mais la létalité, il y a une légère baisse. Parce que nous étions à 4%, on est à 3,2%. Nous pensons quand même qu'il y a un petit effort qui a été fait. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, nous avons aussi un bon moyen pour pouvoir faire les statistiques. Nous avons les DICH, nous avons les études qui se font également. Donc, nous avons plus de moyens qui permettent de retracer un peu les cas par rapport à avant. Donc, on peut dire qu'on lutte, mais quand on regarde un peu l'évolution des cas, c'est comme on ne fait rien. Mais ce qui est important, c'est pour voir par rapport à la proportion des décès, est-ce qu'il y a une amélioration? Par rapport à ça, nous disons quand même qu'il y a une nette amélioration. La létalité a diminué. On est à 3,2 comparativement aux années antérieures, on était à 4%. Est-ce à dire que la population comprend aujourd'hui la nécessité de se protéger contre cette maladie? Oui, je pense qu'il y a une évolution parce que les études ont prouvé que la possession des moustiquaires par rapport aux études antérieures. Aujourd'hui, par exemple, nous constatons que dans les ménages, la possession des moustiquaires a évolué. On était à 33% entre 2013 et 2014 et on est à 71% en 2017. D'accord. Et par rapport aux moustiquaires, possession d'une moustiquaire pour 2 personnes, on est à 65%. On était à 65% en 2013-2014 et aujourd'hui, on est à 5% selon l'étude, l'IP, les indicateurs pour le paludisme de 2017. Donc nous pensons quand même que ça va. Par rapport aussi à l'utilisation, nous avons aussi un résultat intéressant. Nous étions à 34% et aujourd'hui on est à 69%. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a une nette amélioration. Voilà, par rapport à la population, l'utilisation de la moustiquaire commence à être quand même une habitude, puisque nous faisons beaucoup de sensibilisation par rapport à ça. Et la sensibilisation également, c'est ce que fait l'organisation OPALS à travers le projet Mosquée Kit. On en vient maintenant à ce projet avec vous, jusqu'à Kofi Samboué. Brièvement, présentez-nous ce projet, parce que quand on parle de Mosquée Kit, c'est en même temps des bandes dessinées qui nous viennent en tête. Expliquez-nous un peu plus ce projet. Merci Madame Edwige. Merci, vous le permettez, avant de venir sur le projet Mosquée Kids, parce que nous sommes dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Permettez-moi avant tout de présenter l'organisation, les actions de l'OPAS au Togo. On en parlera. Et donc, on va parler d'abord de Mosquée Kit. Vous nous donnez des précisions sur Mosquée Kit. On parlera des actions de l'OPAS au Togo. Alors, le Mosquée Kit, qu'est-ce que c'est? Le Mosquée Kit, c'est tout simplement un projet de sensibilisation contre le paludisme en milieu scolaire. Oui. Alors, il s'agit de sensibiliser toute la population à travers les élèves. Alors, ce projet, qui est à sa 2e édition, parce qu'on l'a déjà fait dans la préfecture de Yoto, a commencé dans le lac en novembre 2020, avec la formation des enseignants et agents de santé communautaires sur l'outil Mosquée Kit. Ensuite, 16 ASC et enseignants formés ont eu à sensibiliser et à former les élèves dans leurs écoles respectives. Alors, ces élèves formés ont eu à faire des séances de restitution devant d'autres élèves, les parents d'élèves, les membres de la communauté, au sein de leur école. Et le 23 avril passé, nous avons eu à faire la restitution finale de ce projet. Alors, combien d'élèves ont été touchés par le programme depuis plus d'1 an, on va dire? Oui, le projet a touché près de 13 000 élèves. Et répartis dans 48 écoles primaires de la préfecture des Lacs.
Est-ce qu'il y a une satisfaction à votre niveau aujourd'hui? L'objectif visé, il est atteint? Effectivement, ça c'est atteint. Parce que nous avons eu à réaliser des tests, des pré-tests et des post-tests à l'endroit de ces élèves après les séances de sensibilisation dans les écoles. Et les résultats de ces post-tests ont montré que plus de 97% des élèves ont vu leur niveau de connaissance et attitude amélioré quant à ce qui concerne les causes, les symptômes, les moyens de prévention et les bonnes attitudes à tenir face à un cas suspect de paludisme. Alors, Geoffroy Bessot, directeur exécutif de l'OPALS, je rappelle que vous êtes en ligne avec nous. Aujourd'hui, parlant de ce projet, c'est l'une des actions de l'OPALS au Togo. Ce projet est Moskikit. Est-ce que vous êtes satisfait des résultats? Alors, je crois vraiment qu'on peut tous être extrêmement satisfaits des résultats parce qu'on a pu constater, comme l'a dit Giscard, qu'avant, nous avons mesuré le niveau de connaissance des élèves avant la constitution, la mise en place du projet et ensuite après. Et on constate vraiment une appropriation des messages qui est absolument remarquable. Et je crois que cette appropriation a été rendue possible par ce travail en commun auquel nous tenons vraiment tous beaucoup. C'est-à-dire, il y a eu l'engagement des instituteurs, l'engagement des agents de santé communautaire, l'engagement des responsables de santé que je tiens vraiment à remercier pour leur contribution, pour leur volonté. Et vraiment, je crois pouvoir dire avec une grande certitude que les enfants, non seulement ont bien retenu les messages, mais seront à même, parce que vous savez très bien que les enfants sont les vecteurs aussi, des messages au sein de leur famille et de leur communauté, seront à même de transmettre eux-mêmes ces messages de prévention et de bonne attitude à observer vis-à-vis de cette pathologie, des mesures à prendre en cas de signes, par exemple, fébriles et autres. Donc oui, vraiment, nous sommes extrêmement contents de cette opération. Est-ce qu'il y a une continuité? Parce que lors de la restitution, la question a été posée. Il y a Émile Truc ici et Giscard également. Mais on préfère poser la question au directeur exécutif lui-même. Est-ce qu'il y aura une continuité dans l'action de l'OPALS? Alors, c'est vraiment notre objectif, absolument. Après ces deux actions, d'abord dans la région du Yoto, ensuite dans la région des Lacs, nous voudrions effectivement pouvoir conduire cette opération une troisième, une quatrième, une cinquième fois. Et pour cela, nous sommes en étroite relation avec Sanofi, qui nous a énormément soutenus en mettant à notre disposition les kits ludopédagogiques, c'est-à-dire cette mallette qui permet aux enfants de jouer et en jouant de s'approprier les messages. Et c'est absolument notre souhait de pouvoir continuer absolument. D'autant plus que maintenant, non seulement nous avons pu vérifier que ces actions sont extrêmement profitables, mais nous avons l'expérience de cette mise en place qui sera donc facilitée. Et c'est vraiment, encore une fois, notre objectif que de pouvoir continuer ainsi. Alors aujourd'hui, avant de vous laisser partir, quelles sont les nouvelles stratégies qu'on doit mettre en place pour lutter efficacement contre le paludisme, selon vous? Moi, je crois que, vous savez, beaucoup du succès de la lutte contre une maladie infectieuse, en l'occurrence ici le paludisme, passe par l'éducation et par le travail vraiment en commun, et j'allais dire en communauté. Vous avez ici, avec ce Moskikit que nous avons déployé dans un grand nombre d'écoles de la région des Lacs, nous avons ici un exemple, je trouve, formidable de ce que peut apporter un bon outil de communication des messages, d'apprentissage des messages, porté par une volonté commune des différents acteurs de la société. Et c'est vraiment cela que je voudrais souligner. C'est ça qui me rend à la fois très heureux de constater les résultats que nous avons obtenus à cette occasion-là et optimiste pour continuer à continuer donc ces programmes et je dirais à contribuer à éradiquer au fur et à mesure cette maladie. Merci beaucoup à vous, Geoffroy Bessot, d'avoir accepté d'intervenir dans cette émission. C'était un grand plaisir de vous saluer depuis Paris. Je vous remercie vraiment tous et toutes. Au revoir.
Au revoir. On rappelle que Geoffroy Bessot, il est le directeur exécutif de l'OPALS et il est basé en France, notamment à Paris. Alors, on va revenir sur cette stratégie. Il a parlé de la communication. Aujourd'hui, il faut accentuer la communication sur la lutte contre le paludisme. Il faut également définir d'autres nouvelles stratégies au plan national, même à l'international, parce qu'on sent qu'il y a des fonds alloués, mais parfois les fonds ne sont pas bien utilisés et c'est ce qui pose des problèmes, docteur. Oui, et justement, par rapport à ces fonds-là, je crois que la chose la plus importante à faire, c'est comment utiliser ces fonds et comment est-ce que la population comprend cette lutte-là, puisque c'est cette population justement qui doit être le levier de cette lutte. Donc, quels que soient les fonds qu'on a, si la population n'est pas sensibilisée, si la population n'est pas mise au courant de comment est-ce que la stratégie va être menée, vous pouvez mettre tous les fonds, la stratégie va échouer. Donc, c'est pour ça qu'à OPALS, nous insistons beaucoup sur la sensibilisation de la population. Et le PNLP l'a dit tout à l'heure, il faut beaucoup de fonds pour vraiment faire une éradication du paludisme. Et donc, le peu que OPALS peut apporter, c'est vraiment le nœud du problème, là où sensibiliser vraiment la population pour que nous puissions atteindre ces objectifs. Alors, Émile Truc, est-ce que la sensibilisation seule suffit aujourd'hui ? Alors absolument pas. En effet, il faut une complémentarité des actions. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut voir aussi que l'État togolais s'engage beaucoup dans ce problème qu'est le paludisme, par la gratuité de certains soins, également par la distribution régulière de moustiquaires, etc. Et nous, en complémentarité avec les autorités, notamment avec le PNLP, on essaie de pouvoir aider et d'apporter notre pierre à l'édifice par la sensibilisation. Il faut que les moyens existent, il faut aussi que les gens soient sensibilisés à les utiliser, à se les approprier et à aller à se rendre en centre de santé ou à faire les bonnes démarches qui sont disponibles pour éradiquer ce paludisme. Vous pensez qu'au niveau de vos actions, les populations comprennent, elles adhèrent rapidement à ce que vous leur dites quand vous arrivez sur le terrain jusqu'à Samboué? Oui, évidemment, ils adhèrent, puisque nous passons par les personnalités locales, c'est-à-dire que sont le DPS, les points focaux, les infirmiers, les sages-femmes. Alors, puisque toutes ces personnes sont en lien permanent, en communication permanente avec la avec la population qui vient vers eux, et en cas de maladie, en cas de besoin. D'accord. Alors, madame, parlant de stratégie, quelle est la stratégie nationale de lutte contre le paludisme au Togo? Madame Tombegou Pana Batoma. C'est bien prononcé? Oui, c'est bien, merci. D'accord. Oui, au niveau du programme, nous avons 3 stratégies principales. On a la prévention, qui est la première stratégie. Il faut prévenir la maladie, il ne faut pas attendre la maladie pour la traiter. En matière de prévention, nous avons l'utilisation des moustiquaires. Et là, nous avons 2 stratégies. Il y a la distribution des moustiquaires lors des campagnes de masse que nous faisons chaque 3 ans. Nous venons de faire une en 2020. Et nous avons la distribution des moustiquaires qui se font dans la routine. Et ça, c'est pour les enfants de moins d'1 an et les femmes enceintes. Donc, nous avons ça par rapport à la distribution. Nous avons aussi ce que nous appelons la chimie-prévention saisonnière chez les enfants de 3 à 5 ans, que nous faisons dans la partie septentrionale du pays, donc notamment dans la région des savanes, Kara et puis centrale. D'accord. Et tout ça se fait lors de la période de haute transmission, pendant la saison des pluies, où nous avons tout le climat et tout ce qui favorise la multiplication des moustiques. Donc les enfants sont très très vulnérables et nous faisons cette stratégie-là. Et c'est 4 fois que nous passons dans les ménages, c'est les ASC qui font l'activité de maison en maison, et c'est 4 mois successifs. Donc si nous commençons en juin, ça fait juin, juillet, août, septembre. Maintenant, nous avons une autre stratégie par rapport à la femme enceinte. La femme enceinte est également une cible vulnérable, donc nous avons par rapport à ça, dans les formations sanitaires, lorsque la femme enceinte va
en consultation prénatale, elle doit prendre un médicament pour prévenir du paludisme. Et c'est en ce moment aussi qu'on lui donne également la moustiquaire pendant qu'elle était enceinte. Maintenant, quand elle accouche, elle amène son enfant pour la prise de poids, le contrôle de croissance. Là également, on donne à l'enfant de moins d'1 an également une moustiquaire. Donc, c'est par rapport à la prévention, c'est ce que nous faisons. Nous avons également la présence intradomiciliaire, le PID, qui est dans nos stratégies. Mais comme c'est extrêmement coûteux, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore trouvé les financements pour pouvoir mettre ça en pratique. Donc, nous sommes en train de faire des plaidoyers. Peut-être si ça va commencer, ça sera un projet pilote dans un district pour pouvoir apprécier. Et si on a notre financement, on pourra l'élargir à tous les pays. D'accord. Maintenant, quand on est malade, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller à l'hôpital. Ce que nous disons, il faut aller tôt. Dès que vous avez les signes du paludisme simple, il faut aller tôt à l'hôpital. Voilà, la fièvre, un peu de... Vous avez la fièvre, vous avez des courbatures, il faut aller à l'hôpital. C'est surtout la fièvre. Dès que tu sens la fièvre, va à l'hôpital. Maintenant, il faut aller tôt. Dans ce cas, nous avons une prise en charge qui se fait au niveau domiciliaire avec les agents de santé communautaire qu'on a formés. Et ils sont là. Et dès que quelqu'un dans la communauté a la fièvre, il fait le test de diagnostic qui est rapide et qui est gratuit. Et ensuite, maintenant, si c'est un palu, on lui donne les médicaments. Nous avons les CTA, les combinaisons thérapeutiques à base de témisénine. Nous avons choisi aujourd'hui le Coartem, parce que les ASC ont à leur disposition. Ils traitent les patients à la maison. Maintenant, à l'hôpital, il y a également les TDR que nous faisons par rapport au paludisme et on peut traiter le paludisme simple comme le paludisme grave. Aujourd'hui, nous sommes en train on a mis, pas aujourd'hui, ça a commencé depuis, mais il y a un problème de suivi de la stratégie. Les tests de diagnostic rapides et le médicament contre le paludisme simple et grave sont gratuits pour tout le monde. Il suffit d'aller dans les formations sanitaires publiques, confessionnelles et privées qui sont accréditées. Ça veut dire quoi? C'est que vous collaborez avec le district, il vous donne les médicaments, vous rendez les rapports. Parce qu'il faut une traçabilité par rapport à ces intrants. C'est quelqu'un qui a acheté, qui a mis à la disposition de la population, il faut lui rendre compte. Mais madame, cette information n'est pas accessible à toute la population. Comment l'expliquer? Oui, nous sommes en train de faire des efforts pour que cette population soit vraiment accessible. Il y a une vidéo qui est en train de circuler actuellement sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Une campagne digitale que vous avez lancée? C'est une campagne digitale, c'est-à-dire une vidéo sur les réseaux sociaux. Oui. À partir d'aujourd'hui, nous l'avons déjà. Mais nous en parlons, mais comme vous le dites, nous allons aussi augmenter les audios, les spots audio pour mieux sensibiliser. Bon, c'est une stratégie que nous avons. Nous avons également les stratégies de soutien, qui est le suivi et évaluation. Il faut aller voir ce qui se passe. Il y a également la communication, qui est transversale sur tous les programmes, toutes les unités, et qui accompagne donc le programme. Alors, docteur, parlons de dépistage rapide dont Madame a fait cas tout à l'heure. Est-ce qu'on peut, par exemple, en tant que citoyen, se lever et aller à la pharmacie, acheter ce test et faire pour voir si vraiment, parce que peut-être on a de la fièvre et tout ça, et voir si on est positif au paludisme ou pas? C'est possible? Non, je crois que ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas un dépistage... Ce n'est pas comme le test de grossesse. Non. Vous avez un problème. Vous avez la fièvre. Oui. Il faut qu'on fasse la part des choses. Oui. Est-ce que ma fièvre, c'est un palu ou c'est autre chose? Parce que fièvre n'est pas forcément liée au paludisme. C'est un signe qui peut évoquer une autre maladie. Donc, ce n'est pas possible d'aller à la pharmacie pour acheter ce test rapide. Pour que ça soit clair aux auditeurs. Parce quand tu as un problème, tu vas là où tu dois aller, on te fait le test, c'est palu, on te traite gratuitement. Si vous avez la fièvre, si c'est négatif, on cherche autre chose. D'accord. Et donc, si on a de la fièvre et des courbatures, on va directement au centre de santé, docteur. Il faut aller au centre de santé. Mais il ne faut pas oublier également qu'on peut aller voir l'agent de santé communautaire. Oui, d'accord. Si vous êtes dans les coins reculés. Voilà, exactement. Voilà. D'accord. Alors, on va revenir sur les stratégies au niveau de... les actions au niveau de l'OPALS Togo. On sait au-delà du projet Mosquiki sur lequel on va revenir tout à l'heure. Il y a d'autres... Vous êtes sur d'autres chantiers au niveau de l'OPALS Togo. Est-ce qu'on peut en avoir un peu plus? Oui, merci. Effectivement, je le disais en début. D'abord, OPALS est arrivé au Togo en 2007 et c'était suite à un besoin du pays, le diagnostic précoce d'un enfant né de mère VIH+. Et il n'y avait pas, en fait, ce diagnostic précoce n'existait pas parce que l'appareil qui servait de faire ce diagnostic n'était pas. Alors l'OPALS a contribué à la mise en place de ce diagnostic précoce et par l'achat du premier appareil, PCR, pour tout le pays.
À la suite de ça, l'OPAS a collaboré avec le PNLS, puisque le sida, c'est le premier champ de bataille de l'OPAS. Et nous avons appuyé les centres de santé de l'État, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé. D'accord. Et en suivi évaluation, en matériel médicaux, en prise en charge du VIH, etc. Et jusqu'en 2016, puisqu'avant nous appuyions les gros sites, c'est-à-dire les centres, les CHP, les CHR, les CHU, où nous nous sommes rendus compte qu'au fait, il y a plus de besoins en milieu rural. Alors nous avons changé de stratégie et nous avons décidé de procéder district par district. En soutenant, on prend un district, on soutient toutes les formations sanitaires de l'État dans ce district pendant un certain nombre d'années et puis passons à un autre district. C'est ainsi qu'en 2016, nous avons commencé avec le district sanitaire de Yoto, où nous avons eu à soutenir 22 formations sanitaires de l'État dans ce district. D'accord. Jusqu'en juin 2020. Et à partir de juillet 2020, nous avons commencé avec le district sanitaire des Lacs, où nous sommes actuellement. D'accord. Donc, c'est aujourd'hui, depuis que vous avez commencé jusqu'à aujourd'hui, vous êtes satisfait des résultats. Au-delà du programme Mosquée contre le paludisme, il y a le programme contre le VIH-Sida et tout. Vous êtes satisfait aujourd'hui? Très satisfait. Je vous donne juste un exemple. Dans le Yotor, lorsque nous étions allés, il y avait 19% de taux d'enfants nés de mère VIH+. Mais parce qu'il y avait manque d'informations au niveau de la zone. C'est un tout. Il y avait l'accompagnement communautaire des femmes enceintes VIH+, qui manquait. D'accord. C'est un tout. Et à la fin, lorsqu'on quittait en juin 2020, ce taux est de 1,6%. Donc, il y a eu une réduction considérable. C'est un impact positif à ce niveau. Vous êtes sur Radio Djena dans votre émission spéciale consacrée à la lutte contre le paludisme. Nous sommes aujourd'hui avec Madame Tombegou Pana Batoma. Elle est responsable promotion santé au PNLP, Programme national de lutte contre le paludisme. Jusqu'à Kofi Samboué, représentant légal de l'OPALS au Togo. Émile Truc, il est responsable des programmes de l'OPALS. Et avec nous également, Dr Abdou Gafarou Badamassi, il est coordonnateur médical et scientifique au niveau de l'OPALS et Togo. On a une question ici. Bonjour à tous et bonne émission. Avec toutes ces actions, comment expliquer que la maladie prend de plus en plus de l'ampleur et aujourd'hui elle se développe sous plusieurs formes malgré les traitements? Beaucoup perdent leur vie. Les traitements sont-ils toujours adaptés? Madame, puisque vous êtes au niveau du programme national. Oui, et je pense que les traitements sont toujours adaptés. Et je ne sais pas sur quels critères il dit que la maladie prend d'autres ampleurs. Moi, je pense que quand vous souffrez et vous allez au bon endroit, on fait le bon diagnostic, on vous met sous traitement, que vous suivez correctement, vous devez être quand même guéri. Parce que le problème que nous avons, c'est que les gens ont des symptômes, quand on leur prescrit des médicaments, ils ne respectent pas les dosages, la posologie qu'on lui a donnée. Quand il commence par prendre 2 jours, ça va, il arrête. Tout ça également, ça ne nous aide pas parce que ça crée encore d'autres résistances qui font qu'on a tendance à croire que le médicament n'est pas efficace. D'accord. Sinon, le médicament est efficace. Nous traitions avant avec la chloroquine qui a eu des résistances. Nous avons changé. Nous sommes avec les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Je crois que ces médicaments sont toujours bons et nous devons les faire confiance et surtout respecter leur utilisation pour ne pas créer d'autres résistances pour dire qu'ils ne sont pas efficaces. Ça dépend de comment on utilise le médicament. D'accord. Nous rappelons à nos auditeurs que vous pouvez toujours nous appeler directement dans cette émission sur le plus 228 90 14 54 14. C'est l'occasion de poser des questions qui vous taraudent parce qu'on a des spécialistes sur le plateau. Alors, Monsieur Badamassi, parlant de ce traitement, Madame a parlé du fait de résistance. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, parce qu'on fait des traitements avec des produits, après, le virus vous échappe, le virus change à tout moment. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on n'a pas encore le vaccin, même s'il y a un vaccin en étude ou bien en expérimentation. Est-ce que c'est ce qui explique la lenteur, en fait? Je pense que vous avez posé 2 questions en même temps. La première, c'est par rapport aux résistances, par rapport aux médicaments. La résistance, oui. Voilà.
On a utilisé pendant des années la chloroquine. On en a parlé, on dit l'Afrique utilise la chloroquine depuis des années. Oui. Il n'y a pas eu de problème justement par rapport au Covid. Donc, et c'est par rapport à la chloroquine que le Plasmodium falciparum, qui est l'agent même qui donne le paludisme, a muté. Et donc, l'OMS a laissé tomber la chloroquine. Et après, on est arrivé actuellement au CTA, les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et c'est pour ça que les programmes, madame va en parler, les programmes tiennent à ce que ce soit des combinaisons. Parce que l'artémisinine, une fois qu'on l'a retrouvée, il faut l'associer à une autre molécule. Pour que ça puisse marcher. Pour que ça puisse marcher. Si on le laisse seul, l'OMS pense que le plasmodium a la possibilité de se résister comme ça aussi. C'est pour ça que tous les médicaments qui avaient contenu seul l'artémisinine a été éliminé. C'est pour ça que l'OMS est contre justement l'artémisia annua là. On en parlera, le traitement artisanal. Faire attention parce que c'est de l'artémisinine pure. Et donc, si on ne sait pas l'utiliser, ça va créer la résistance contre l'artémisinine qui sauve le monde actuellement par rapport à cette maladie. Merci. Madame, par rapport à cette question de résistance, et donc ça veut dire que parce que majoritairement en Afrique, on utilise les plantes. Et donc, ça veut dire nous créons plus de résistance au niveau du virus. Effectivement. Et cette plante est utilisée aujourd'hui d'une façon abusive. Les gens pensent que c'est la prévention. Mais c'est ce que nous ne devons pas faire en fait. Parce que le pays a opté pour les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et nous disons que peut prendre ce médicament que celui-là dont le test est positif. Est positif au paludisme. Au paludisme. Si nous le prenons comme prévention ou bien nous prenons les médicaments d'une façon désordonnée, si je peux le dire, ça ne va pas. C'est pour ça que nous disons, le médicament que nous disons qu'il est gratuit dans les hôpitaux, il n'est cédé que quand le TDR est positif. Ah, d'accord. On ne le donne pas d'une façon abusive pour éviter effectivement, c'est pour protéger la molécule que nous faisons comme ça. Donc nous devons faire attention par rapport à l'utilisation des molécules. Si nous voulons éliminer le paludisme, nous avons 3 choses à faire. 1, il faut éviter la résistance des médicaments que nous utilisons et dû à nos comportements eux-mêmes. 2, l'insecticide que nous utilisons par rapport à l'imprégnation des moustiquaires aussi, nous avons des fois des résistances aussi, et il nous faut assez de ressources pour aller à l'élimination. Donc tout le monde est invité à changer de comportement pour aider la molécule à être efficace. Alors, nous avons un auditeur en ligne. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour, madame. D'accord. Je vous appelle de Dayton. Pardon? J'ai pris votre émission. Je vous appelle de Dayton. En Ohio, aux États-Unis. Ah, aux États-Unis, d'accord. Oui, je vous appelle de Dayton. Oui, allez-y. En Ohio, aux États-Unis. D'accord, votre question? J'ai pris votre émission en route. Je voudrais, j'ai 2 ou 3 inquiétudes pour les messieurs et dames qui sont là. Et je crois que c'est des spécialistes. Vu comment ils nous expliquent les choses. Donc d'abord, en fait, je voudrais vous dire merci pour tout ce qui est en train de faire. Vraiment, c'est une radio qui nous informe, qui fait assez du bien. J'espère que vous allez transmettre une salutation à vos responsables. Donc voilà, ma question, j'ai encore en fait 2 inquiétudes. D'accord. La première, c'est est-ce que vous pensez que les firmes pharmaceutiques sont assez pour le paludisme, pour la recherche pour le paludisme, vu les moyens qui ont été mis en place en un temps record pour la COVID-19, est-ce que vous pensez que les firmes pharmaceutiques sont assez? Ça, c'est la première question. La deuxième question n'est pas en fait une question, mais c'est un conseil que je demanderai à votre spécialiste de nous donner. J'ai perdu un ami qui était parti, il avait voyagé les en Afrique. Je vais faire le nom du pays. Arrivé, il a fait le paludisme à son retour. Lorsqu'il est revenu aux États-Unis, il a fait le paludisme. Et il est mort de suite des complications du paludisme. Après qu'on l'a su, il était mort de suite des complications du paludisme. Il a laissé une femme et des enfants. Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner? Parce qu'avant que nous vendions, on nous dit souvent nous faisons tout ce qu'il faut faire. Il faut prendre ces vaccins, il faut prendre ça, nous le faisons. Mais arrivé au pays, nous ne pouvons pas rester qu'à la capitale. Vous devez voyager, vous allez aller en famille. Et nous sommes toujours, vous savez, on ne peut pas
il ne faut pas nous empêcher de faire ce sont des familles, lorsqu'on est sur place, pour que les médecins ou les infirmiers, même qui sont en Afrique, de façon générale, j'ai bien l'impression, je dis que les sont en Occident, en Europe ou aux États-Unis ne sont pas aussi formés que ça, mais j'ai l'impression qu'ils sont mieux aguerris que les médecins que nous avons dans nos pays, dans ces pays-là, où nous avons immigré aux États-Unis ou en Europe. Est-ce que, parce que des fois, avec difficulté, ils arrivent à savoir que le métier-là, il fait le palliatif. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. D'accord. Des complications du palliatif. Ce sont les conseils que vous pouvez nous donner si nous venons revenir. Je reviens au pays, par exemple au Togo, pour faire un mois au Togo avant de repartir. Je vais dormir sous une nécessaire. Ça, c'est sûr. Je vais le faire. On va le faire. Non, je ne peux pas m'empêcher quand même de faire être touché par le métier. D'accord. À mon retour, lorsque j'ai la fièvre, comme la dame venait de le dire, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais aller à l'hôpital. Mais des fois, la façon dont on traite est un peu différente parce que c'est des gens, j'ai l'impression, je le dis toujours, c'est comme ils ne sont pas tellement aguerris, c'est comme ils ne maîtrisent pas cette maladie, comme nos frères au pays. D'accord. En Afrique, maîtrisent le fait. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner lorsque nous revenons en Afrique de façon générale et que nous retournons chez nous, que ce soit en Europe ou aux États-Unis? Comment devons-nous prendre lorsque nous faisons la fièvre et nous allons à l'hôpital? Est-ce que vous avez un conseil juste ça, c'est personnel, parce que j'ai perdu un ami dans cette histoire, c'est personnel, c'est juste pour voir, est-ce que vous avez des conseils à me donner, personnellement à nous donner, pour ceux là aussi qui écoutent et qui sont peut-être dans le cas. Il y a beaucoup qui rentrent au pays des fois, ils font le palliatif. D'accord. D'autres viennent ici, mais voilà. Donc voilà l'inquiétude, les conseils que je voudrais. Et la première question, c'était de savoir, merci. Est-ce que les firmes pharmaceutiques, est-ce qu'ils font assez pour les palliatifs, vu les moyens qui ont été en place? D'accord. Merci beaucoup à vous, monsieur, d'avoir intervenu dans cette émission. C'était un plaisir de vous avoir. C'est le Ohio, c'est ça, hein? Aux États-Unis, si j'ai bien saisi, parce que je n'ai pas bien saisi le nom de la ville, mais les questions sont posées. D'abord, les firmes pharmaceutiques. Est-ce que ces firmes font assez dans la recherche et dans l'accompagnement pour la lutte contre le paludisme? Je m'adresse au programme national. Merci. C'est mieux. Hein? Merci pour la question. Et vraiment, je remercie l'auditeur pour sa préoccupation et puis pour la question. Et je crois que je disais qu'il y a déjà un vaccin. C'est le RTS AS01 qui a été accepté par l'OMS. Et je le disais qu'il est en expérimentation dans 3 pays en Afrique. Il s'agit du Ghana, du Kenya et du Malawi. Oui. Et ce vaccin a fait des preuves également. Ce vaccin va être introduit, mais d'une façon progressive dans d'autres pays. Maintenant, est-ce que les firmes, parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs vaccins, est-ce que les firmes s'activent vraiment par rapport au vaccin contre le paludisme? Et je crois que c'est une question, parce que quand il s'agit de coronavirus. On a eu au moins plus de 5 vaccins en même temps. C'est ça. Et puis, par rapport au coronavirus, si vous voyez l'acharnement qu'il y a autour la communication qu'on fait autour. Et le financement également. Le financement qu'on met, on a comme impression que c'est plus important que le paludisme. Alors que le paludisme tue plus que le coronavirus. Ouais. Donc, c'est une question. Mais déjà, il y a un vaccin qui a été déjà validé par l'OMS, qui est en cours d'expérimentation dans d'autres pays. Maintenant, s'il y a d'autres firmes qui vont s'acharner pour faire d'autres vaccins, je crois que ça il revient à l'organisation internationale de pouvoir valider toutes ces questions-là. Mais notez quand même que par rapport au paludisme, il y a quand même un vaccin qui est en cours d'expérimentation et qui a donné également ses preuves. Par rapport aux sujets qui reviennent de l'étranger. Oui, les conseils, ce qu'il faudrait faire. Le problème que nous avons, c'est que nous, en Afrique, on est déjà piqué, on est immunisé. Et que la maladie, on dirait qu'elle nous connaît, on fait moins les formes très graves. Oui. Mais à l'étranger, étant donné qu'on n'est pas exposé aux piqûres des moustiques, nous sommes des sujets neufs. Il est conseillé, quand on revient, de prendre des médicaments pour la prévention. Dès qu'on arrive dans le pays, il faut aller dans un centre de santé. On vous prescrit un médicament pour la prévention. Vous dormez également sous moustiquaire. Maintenant, si votre séjour est long, vous voulez repartir, il serait intéressant de retourner aussi pour qu'on vous conseille aussi des médicaments que vous pourrez prendre. C'est vrai, comme dans vos pays, mais cette maladie est rare et la prise en charge est un peu
difficile parce que n'étant pas habitué à traiter cette maladie-là. Mais ce qu'on vous conseille, c'est quand vous revenez dans le pays, il faut aller pour qu'on vous prescrive un médicament pour prévenir. Dès le début de votre séjour, vous commencez par prendre ce médicament-là. Et dès que vous voulez repartir également, on vous prescrit un médicament que vous allez prendre pour nettoyer les parasites qui sont rentrés dans votre sang. Sinon, vous allez faire un paludisme grave parce que votre organisme n'est pas habitué. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Un apport, docteur? Oui, justement. Et donc, par rapport à la première question, est-ce que les firmes pharmaceutiques font des efforts? Et il faut dire, les deux questions sont liées. Il faut dire que le paludisme, c'est une maladie qui tue beaucoup plus en Afrique. 90% dit le programme de sévit en Afrique et tue plus en Afrique. Oui. Et donc, la ville dans laquelle vous êtes, par exemple... Dans les zones tropicales. Dans les zones tropicales. Donc, aux États-Unis, ils n'ont pas de paludisme. Dans beaucoup de parties d'Europe, ils n'ont pas le paludisme. Quand ils reviennent, c'est un autre problème. Et donc, les firmes pharmaceutiques sont des firmes privées. C'est des firmes qui travaillent pour récolter d'abord le fonds. Et c'est l'OMS qui joue la transition pour dire, voilà, vous avez trouvé ça, j'en ai besoin. Je vous prends ça pour tout le monde. À telle somme et tout. Je vous paie ça à tel pour cette... Donc, ils ne vont pas se huer sur la découverte d'un vaccin pour le paludisme pour nous, l'Afrique. Ce que nous devons dire, c'est que nous devons faire les efforts en Afrique. Nos gouvernants doivent se lever pour chercher le vaccin pour le paludisme. La question devait être posée, est-ce que les États en font assez, selon vous, dans la lutte contre le paludisme? Oui, les États en Afrique font suffisamment. Mais ils doivent en faire plus pour chercher le vaccin. Maintenant, l'autre pan de cette question, c'est que le vaccin contre le Plasmodium falciparum est difficile à faire sur le plan scientifique. Parce qu'on se rend compte que les maladies pour lesquelles on trouve facilement un vaccin c'est des maladies pour lesquelles l'antigène, c'est-à-dire que l'antigène, le corps humain arrive à fabriquer des anticorps de longue durée. Or, quand tu fais le palu aujourd'hui, disons 3 mois après, tu peux encore faire le paludisme. Parce que les anticorps que l'organisme fabrique contre le paludisme sont des anticorps qui rapidement sont éliminés par... Donc c'est ça qui fait que c'est difficile d'avoir un vaccin. On va vous injecter une partie non nocive du microbe dans le sang et votre organisme va fabriquer les anticorps contre... Pour réagir. Voilà, pour que après, si vous avez encore ce plasmodium, il puisse l'éliminer même avant qu'il ne se... Mais quand on va voir que même si on vous injecte ça, l'anticorps que votre organisme va fabriquer va faire peut-être que 2 mois dans votre corps et puis va disparaître. Donc il va falloir qu'on nous injecte dans le pays tous les 2 mois. Et ça peut pouvoir faire face. Donc c'est la difficulté aujourd'hui. Même de dans la recherche contre Donc il faut savoir que c'est difficile, il faut plus de moyens et c'est les pays qui ont moins de moyens qui doivent le faire. Donc ça fait qu'il faut un certain nombre de choses. Alors on a une autre question, c'est comment faire la différence entre une fièvre simple et celle due au palu? Docteur. Une fièvre simple et une fièvre due au palu. On ne peut pas faire cette différence. On ne peut pas faire cette différence. Même le médecin le plus assermenté. Il n'y a pas... Voilà. Mais si vous venez d'une zone endémique où le paludisme règne, existe, domine, on va penser d'abord au paludisme. C'est quand on va l'éliminer rapidement qu'on va penser à autre chose. Maintenant, si vous êtes aux États-Unis, dans une petite ville glaciaire des États-Unis, si vous avez la fièvre, ils ne vont jamais penser au paludisme. Parce que ce n'est pas... Peut-être c'est à vous de dire, je suis allé en Afrique il y a quelques années. Le médecin qui va vous voir, il ne va jamais vous poser la question si vous êtes allé en Afrique, parce qu'il ne connaît même pas l'Afrique. Il ne connaît pas, voilà. C'est la difficulté. Le médecin le plus expérimenté, le Togolais qui est mort aux États-Unis, en meurt souvent. Il vient au Togo en incognito, il retourne là-bas en incognito, et le jeune médecin américain, il ne sait même pas ce qu'on appelle le Togo. Il ne maîtrise pas. Il va chercher tous les cancers du monde, le temps là tu es mort. Et donc il faut toujours informer votre médecin de vos trajets, de vos déplacements pour pouvoir vous sauver. Vous avez la fièvre, je viens d'arriver du Togo. C'est à ce moment qu'il va dire je viens d'un pays tropical où parfois il y a... Oui, voilà. Les maladies qui sont dans vos pays, ils ne vont jamais penser à ça. D'accord. On va revenir. Oui, madame. Je que la fièvre, c'est un signe de paludisme. Il peut être collé à toutes les maladies. Bon, aujourd'hui, le coronavirus. Maintenant, quand vous avez la fièvre,
ce qui peut nous départager, c'est le TDR. Ou bien il faut aller si on trouve que c'est le TDR dit que on a trouvé le plasmodium falciparum, donc je fais le paludisme. D'accord. Sans ça, on ne peut pas a priori dire que c'est le paludisme. D'accord. C'est le test qui nous départage. D'accord. Merci. Alors, on va revenir sur le projet Mosquikit. On a parlé des objectifs. Aujourd'hui, les résultats sur le terrain, c'est qu'il y a environ 13 000 enfants qui ont été touchés par le programme. Il y a autre impact également sur le terrain? Oui, mais c'est à court et à long terme. C'est la population. Nous estimons que progressivement, toute la population des lacs, environ 218 000 habitants, seront impactés par ce projet via les élèves. D'accord. Et donc, aujourd'hui, ce que vous attendez, c'est le travail de ces ambassadeurs élèves sur le terrain qui vous permettra aujourd'hui de comprendre si vraiment le projet a été bon ou pas. Justement. Vous êtes d'accord? Absolument. Pour reprendre ce que vous expliquez, c'est avant tout l'objectif du projet, c'est de se tourner vers les élèves qui sont les forces vives de demain, qui sont aussi des éponges, qui absorbent très rapidement et très efficacement tous les messages clés importants dans la lutte contre le paludisme, comme on a pu le voir lors de la restitution finale, sous forme de petites restitutions théâtrales de la part des élèves. Oui. On met beaucoup d'espoir sur ces jeunes qui pourront transmettre le message à leurs parents, à leur entourage et à toutes les populations locales. Ce sont vraiment les vecteurs de sensibilisation dans le cadre de ce projet. Alors, quelle a été l'implication du Programme national de lutte contre le paludisme dans ce projet de l'OPALS? Ok, merci. Je pense que l'OPALS nous a beaucoup aidés. Et le programme a intervenu sur le plan formation. Je crois que pour toutes les formations qui ont eu lieu, le programme était bel et bien invité et a fait la formation de tous ces agents-là. Et nous remercions vraiment OPALS parce que j'ai eu à participer aussi à une séance où les élèves ont fait un bon travail. Et la stratégie enfant-élève qui est parents qui est très très importante est que le message va être véhiculé à travers les parents et les enfants. Et donc, ça veut dire que l'enfant peut rappeler à son parent à la maison, il faut dormir sous moustiquaire. Ou bien, il y a quelqu'un qui est malade. Ah, maman, papa, il faut aller à l'hôpital parce qu'on nous a dit. C'est vraiment très, très important. Et nous pensons que, enfin, c'est ici, je pense que OPALS va peut-être faire une étude parce que pour avoir l'impact de vos interventions au niveau communautaire, il faut faire une enquête dans les communautés pour voir est-ce que l'élève a été vraiment... le canal par lequel le parent a été informé, est-ce que ça a vraiment impacté la promptitude d'aller à l'hôpital quand on est malade, et surtout si ça a boosté vraiment l'utilisation des moustiquaires dans les ménages. Comme on le disait, aujourd'hui, par rapport au thème d'aujourd'hui, et qui est tirer un trait sur le paludisme, je crois que la jeunesse est interpellée, parce que c'est la relève de demain. Il faut que la jeunesse vraiment aide à pouvoir atteindre cette élimination, parce que ça travaille la jeunesse que nous devons essayer entre nous de s'entraider pour utiliser bien la moustiquaire, pour faire respecter les directives. Ça dit qu'aller à l'hôpital très tôt pour éviter d'avoir le paludisme grave. Parce que si la jeunesse accompagne le programme dans sa façon de faire pour l'adoption de bons comportements favorables à la santé, nous pourrons aussi essayer de booster un peu l'impact par rapport à la lutte contre le paludisme. Au-delà, merci à l'OPALS pour l'accompagnement. Au-delà du programme national, s'il y a eu d'autres partenaires derrière ce projet Mosquikit, Giscard Samboué? Oui, il y a d'autres partenaires, comme Sanofi, on le disait tantôt, et à l'inspection des enseignements primaires et préscolaires de l'AC. Qui a permis à ce que les élèves soient à votre disposition. D'accord. La direction régionale de l'éducation maritime. Qui s'est impliquée également. La direction préfectorale de santé de l'AC. D'accord. Et je citerai aussi, bien sûr, les directeurs ou bien les 48 écoles concernées. Et donc, aujourd'hui, les résultats attendus sont aujourd'hui, on va dire, les résultats escomptés aujourd'hui sont atteints et il faut maintenant voir l'impact maintenant à long terme. Aujourd'hui, quel est le travail que vous pensez faire au niveau de l'OPAS pour vraiment, madame a parlé de l'enquête au niveau au point communautaire, qu'est-ce que vous pensez le faire pour pouvoir voir comment ça a été dans les lacs? Alors, pour l'instant, nous, on s'est notamment basé sur, comme l'a expliqué M. Samboué, une série de pré-tests
avant la mise en place du projet, et une série de post-tests qui nous a permis d'identifier clairement les informations et les éléments sur lesquels les élèves pouvaient avoir des manquements, et les informations qu'ils ont pu engranger, surtout la qualité de l'amélioration de l'information, de la connaissance des élèves sur le paludisme entre l'avant-projet et l'après-projet. Donc déjà ça, c'est une réussite pour nous, évidemment. Et par la suite, on va avoir besoin de comparer les chiffres réels, concrets, d'une année sur l'autre, aussi d'un mois sur l'autre, avant notre projet, après notre projet, de l'impact du paludisme dans la région et surtout sur les zones impactées par notre projet. C'est ce qui nous permettra de voir s'il y a un réel impact de ces élèves qui sont nos ambassadeurs dans ce projet. Et quelles sont les actions à venir au niveau de l'OPALS contre le paludisme ? Alors, contre le paludisme, comme l'a expliqué M. Bessot, notre directeur exécutif, on souhaite évidemment reproduire ce projet et on fera tout ce qui est possible pour le remettre en place dans cette même région qui est la région des Lacs et qui compte près de 200 écoles. Vous n'avez touché qu'une quarantaine d'écoles. 48 écoles. Une quarantaine, j'ai pas l'expliqué. Une cinquantaine pour être plus précise, parce que ça fait 48. Donc aujourd'hui, il faut toucher au moins plus de la moitié des établissements scolaires. Absolument. Alors, Monsieur Samboué, aujourd'hui, d'un point de vue global, vous êtes satisfait, oui, mais au niveau du projet Mosquée-Kit, au-delà de ce que vous faites, il faudrait que les acteurs s'accaparent également de ce projet pour pouvoir continuer au-delà de la préfecture des Lacs, aller dans d'autres préfectures avec cela, même si ce n'est pas l'OPAS qui va conduire le projet. Il faut un travail à ce niveau. Oui, justement, c'est pourquoi le PNL, oui. En fait, disons que c'est un projet pilote. Oui. Et pour mettre ça à l'échelle, en fait, il revient au PNLP bien sûr, avec le soutien, l'accompagnement des partenaires, de mettre ça à l'échelle sur toute l'étendue du territoire. La balle est lancée au programme national. C'est bien dit, c'est bien dit. C'est un projet pilote. Les résultats, s'ils sont très, très probants, ça nous permettra de faire un plaidoyer avec ce résultat. Si des partenaires, pourquoi pas ne pas appuyer d'autres régions. Vous êtes localisé dans quelques districts de la région maritime. Le pays, on a beaucoup de districts qui sont encore là. Donc, déjà, je crois que ça nous donne quand même des éléments pour pouvoir faire un plaidoyer et pouvoir voir certains partenaires peuvent nous accompagner dans ce sens. Sinon, c'est un très bon projet. C'est une bonne stratégie et il vaut mieux qu'on fasse tout pour la promouvoir partout. Alors, votre message aujourd'hui à l'endroit de ceux qui nous écoutent, pour finir. Et pour finir, je voudrais remercier tous ceux qui sont en train de nous écouter. Dire que nous avons beaucoup de défis à relever. Nos stratégies sont là, nous distribuons des moustiquaires, la possession augmente, mais il faut booster l'utilisation dans les ménages. Donc, nous invitons tout un chacun à dormir tous les jours sous les moustiquaires et inviter tout le monde dès qu'il y a un bobo, c'est la fièvre. Le premier réflexe, c'est aller très tôt à l'hôpital pour ne pas faire une forme grave du paludisme. Et comprenez que nos médicaments aujourd'hui sont gratuits. Le TDR est gratuit. Les médicaments contre le paludisme grave et simple sont gratuits. Et c'est un droit, il faut le reconnaître. Et aller dans les formations sanitaires publiques, confessionnelles et privées accréditées et vous aurez droit à vos médicaments. Voilà. Donc n'hésitez plus à aller à l'hôpital parce qu'il n'y a pas l'argent. Au moins le médicament qui va vous traiter, au moins, il y a un partenaire qui a disponible ça par rapport à nous. Il faut qu'on l'utilise pour améliorer notre santé. Merci à tous. Monsieur Badamassi, votre mot pour finir. Merci Edwige. Pour finir, je vais juste rappeler que puisque nous, à OPAS, nous avons beaucoup travaillé avec les agents de santé communautaire, je tiens à le préciser que le traitement du paludisme simple se passe au niveau des agents communautaires qui sont les agents de santé les plus proches des populations les plus reculées. Oui. Donc, il ne faut pas les oublier. Je tiens toujours à réinsister là-dessus. Merci. Merci. Émile Truic, oui, bien sûr. Bon, je crois que beaucoup de choses ont été dites par également le docteur Badamassi. Je tiens à remercier, moi, tout simplement, toutes les personnes qui nous ont appuyés, soutenus et qui ont participé au projet. Donc,
en rappelant que ce projet est à la croisée entre l'éducation et la santé, donc la direction préfectorale de la santé, la direction régionale aussi de l'éducation dans la région maritime, le PNLP, ainsi que l'équipe de l'Opals au Togo. Merci à tous. Oui, Giscard Samboué. Oui, d'abord, merci à tous les partenaires qui nous ont accompagnés, commençant par le PNLP, et Sanofi, l'inspection, la direction régionale, les ASC, les élèves, les enseignants. Maintenant, à l'endroit de nos éditeurs, j'ai 3 messages. Le premier, c'est de toujours dormir sous une moustiquaire imprégnée. Le gouvernement nous a donné, chaque famille, un moustiquaire, au moins un moustiquaire. Alors, dormons sous cette moustiquaire. Le deuxième message, c'est lorsque nous sentons l'apparition des premiers signes qui sont la fièvre, le frisson, le vomissement, qu'on se rende immédiatement auprès d'un agent de santé. Et lorsque, par malheur, le test TDR est positif, il faudrait qu'on prenne le traitement jusqu'au bout pour guérir. D'accord. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ce plateau avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette émission. Ainsi s'achève cette émission spéciale consacrée à la lutte contre le paludisme et au programme Moskikit exécuté par Opals. Nous étions aujourd'hui avec Madame Tambegou Pana Batoma, elle est responsable pour promotion santé au programme national de lutte contre le paludisme au Togo, jusqu'à Kofi Sambo, représentant légal de l'Opals au Togo. Émile Truc, il est responsable des programmes Opals. Également avec nous, M. Gbadamassi Abdou Gafar, coordonnateur médical et scientifique de l'Opals au Togo. On rappelle que nous étions également en ligne avec Geoffroy Bessot, directeur exécutif de l'Opals. Il est basé en France. C'était un plaisir d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que vous avez noté des choses. Protégeons-nous parce que le paludisme tue toujours et c'est chaque seconde. Et donc, prenons soin de nous. Solange Abito a assuré la réalisation de cette émission. Je suis Djibori Edvija Apedo. Baby,